Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 7 août, jeudi, bonjour. L'analyse de CNN examine comment l'approche du président Trump marque un revirement radical dans la politique américaine envers l'Ukraine, s'alignant davantage sur les discours russes que sur la défense des alliés démocratiques. Après avoir engagé des pourparlers visant à mettre fin à la guerre, Trump a fait fi de l'exclusion de l'Ukraine des négociations et a repris les arguments du Kremlin, notamment l'affirmation erronée selon laquelle l'Ukraine aurait provoqué le conflit et les pressions exercées sur le président Zelensky pour qu'il organise des élections malgré la loi martiale. Ces affirmations ignorent l'interdiction constitutionnelle des élections en temps de guerre, que soutiennent de nombreux Ukrainiens. Lorsque Zelensky a publiquement critiqué Trump, le qualifiant de prisonnier d'un « espace de désinformation », les échanges ont dégénéré. Trump a utilisé ses réseaux sociaux pour dénoncer Zelensky comme un dictateur sans élection, affirmant que l'aide à l'Ukraine, et par extension sa survie, dépend de l'image positive qu'il donne des États-Unis. Cet incident souligne une transformation plus profonde du rôle des États-Unis sur la scène internationale, où les alliances traditionnelles et le soutien aux normes démocratiques sont systématiquement mis à mal. Les critiques affirment que la posture de Trump relève davantage de la politique transactionnelle et de l'affinité avec les dirigeants autoritaires que d'une diplomatie de principe. Dans un contexte d'inquiétude croissante, certains républicains ont continué à imputer l'invasion à Poutine, tandis que d'autres ont présenté Trump comme « l'espoir d'une fin honorable de la guerre », révélant ainsi de profondes divisions au sein du discours politique américain. L'analyse de CNN souligne que le Parti républicain entre dans une période de manœuvre précoce, plusieurs personnalités se positionnant pour une éventuelle primaire présidentielle en 2028. L'ancien sénateur J.D. Vance, aujourd'hui vice-président, apparaît comme le favori initial. Son instinct populiste, manifesté bien avant son entrée en fonction, concorde étroitement avec l'influence toujours dominante de l'ancien président Trump, qui demeure une force motrice du parti. Le secrétaire d'État Marco Rubio occupe également une place importante dans les discussions internes à Washington. Connu pour son bilan solide et son attrait renouvelé auprès des républicains proches de MAGA, il est fréquemment cité, aux côtés de Vance, comme un candidat clé au sein de l'administration. Au-delà du pouvoir exécutif, CNN a mis en avant un groupe de gouverneurs républicains comme challenger ou alternative potentielle. Le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin, récemment démis de ses fonctions en raison de la limitation des mandats, attire l'attention grâce à sa popularité post-électorale et à sa capacité à faire campagne librement dans les premiers États des primaires. La gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, étroitement liée au MAGA, et le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, malgré des frictions passées avec Trump, se positionnent via leur réseau de donateurs et leurs rôles institutionnels. Le Sénat offre également des candidats potentiels, tels que Tim Scott, Rand Paul, Rick Scott, Josh Hawley et Tom Cotton, mais l'analyse souligne la difficulté de leur combat. Contrairement aux gouverneurs aux agendas indépendants, les sénateurs pourraient être contraints par les exigences immédiates de Washington, nécessitant un coup de chance pour percer dans un champ qui promet d'être serré. En résumé, si le parti reste globalement uni sous l'influence durable de Trump, ce premier affrontement annonce une course serrée et dynamique. Vance et Rubio mènent la danse, mais une vague de gouverneurs et de sénateurs se prépare à se battre. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, le diplomate belge Gérard Goossens a commenté le discours intitulé « Pourquoi J.D. Vance affirme-t-il que les frappes déclarées contre Gaza ont un impact sur la crise de la faim prévue pour vendredi ?» Ce sujet sera abordé en détail dans le reportage. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, le diplomate belge Gérard Goossens a présenté une analyse détaillée de la récente déclaration de J.D. Vance sur l'escalade de la crise à Gaza. Expert chevronné en diplomatie internationale, M. Goossens a apporté un éclairage crucial sur les répercussions humanitaires des frappes aériennes en cours à Gaza, notamment sur la menace imminente de famine. La conférence de presse a débuté par une présentation par M. Goossens de la gravité de la situation, soulignant que les propos de M. Vance mettaient l'accent sur la corrélation directe entre les actions militaires et l'aggravation de la crise humanitaire. Dans sa déclaration, M. Vance a averti que les frappes aériennes aggravent la situation à Gaza, entraînant une perturbation significative des chaînes d'approvisionnement alimentaire de la région. Selon M. Vance, cela pourrait conduire Gaza au bord d'une famine généralisée d'ici la fin de la semaine. Goossens a soigneusement décortiqué les fondements diplomatiques du message de Vance, soulignant que cette déclaration constitue non seulement un appel à l'intervention humanitaire,
mais aussi un défi lancé à la communauté internationale dans son ensemble pour qu'elle joue un rôle plus actif dans l'atténuation de la crise. Goossens a souligné l'urgence d'une approche équilibrée, combinant objectifs militaires et priorités humanitaires afin de prévenir de nouvelles souffrances civiles. Mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. Nous abordons une question très grave, un sujet qui a suscité beaucoup de préoccupations, et nous estimons qu'il est crucial de présenter une compréhension claire de la situation concernant la crise de Gaza, notamment dans le contexte des frappes aériennes qui ont eu lieu. Comme vous le savez, le conflit à Gaza a pris des proportions alarmantes. J.D. Vance, dans sa déclaration récente, a mis en lumière l'urgence de la situation, en particulier sur le plan humanitaire face à l'intensification des frappes aériennes. Ces frappes, qui se sont intensifiées ces derniers jours, n'ont pas seulement augmenté le nombre de victimes civiles, mais ont également gravement affecté l'infrastructure déjà fragile qui soutient les besoins fondamentaux tels que l'alimentation, l'eau et les fournitures médicales. La position de J.D. Vance sur cette question est claire. Il a souligné que ces frappes aériennes, quels que soient leurs objectifs militaires, contribuent de manière significative à l'aggravation de la crise humanitaire. Il s'agit d'une crise qui affecte non seulement les habitants de Gaza mais qui a également des implications régionales plus larges. Les frappes aériennes ont effectivement entraîné la perturbation des chaînes d'approvisionnement cruciales pour maintenir la population, en particulier les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les personnes âgées. De plus, la déclaration des frappes à Gaza, surtout lorsqu'elles sont menées sans une considération suffisante pour la protection des civils et l'impact sur les ressources essentielles, contribue directement au risque de famine. La situation est critique, et J.D. Vance a clairement exprimé que nous ne pouvons pas ignorer les conséquences de ces actions. L'impact sur la sécurité alimentaire est particulièrement préoccupant, car les stocks alimentaires à Gaza diminuent rapidement. Les marchés locaux ont été détruits, les routes d'aide ont été coupées et les organisations internationales ont du mal à acheminer l'aide nécessaire à ceux qui en ont besoin. Selon J.D. Vance, la communauté internationale doit agir immédiatement pour remédier à l'impact de ces frappes aériennes sur la crise humanitaire. Bien que les actions militaires puissent être nécessaires dans certains cas, l'accent doit être mis sur la protection des civils et la préservation de la vie. Cela nécessite un équilibre délicat entre objectifs militaires et considérations humanitaires. Sans cet équilibre, la situation continuera de se détériorer, avec des conséquences dévastatrices pour des millions de personnes innocentes. Dans sa déclaration, Vance a également appelé à un renouveau de l'accent sur les solutions diplomatiques. Il a souligné que l'action militaire seule ne résoudra pas le conflit. Des efforts soutenus sont nécessaires pour amener toutes les parties à la table des négociations. Cela exigera la coopération des acteurs régionaux ainsi que de la communauté internationale. L'accent, selon Vance, doit être mis sur la garantie que l'aide humanitaire atteigne ceux qui en ont le plus besoin et sur la recherche d'une solution à long terme qui traite les causes sous-jacentes du conflit. Les remarques de J.D. Vance interviennent à un moment critique. La crise à Gaza est à un tournant, et sans une action rapide, nous risquons de voir une catastrophe humanitaire encore plus grande se produire. Il a clairement exprimé que ce n'est pas seulement un problème pour le peuple de Gaza, mais une question mondiale qui nécessite une réponse coordonnée de la communauté internationale. Le besoin d'une action urgente, tant en matière d'aide humanitaire immédiate que d'efforts diplomatiques à long terme, ne peut être exagéré. En conclusion, la déclaration de J.D. Vance est un appel à une plus grande responsabilité et prise de conscience de la part de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette crise s'aggraver. Les enjeux sont trop élevés, et le coût de l'inaction est trop grand. Il est temps de répondre de manière unifiée, en privilégiant la vie des civils innocents et en cherchant à résoudre les causes profondes de ce conflit en cours. Le diplomate a également évoqué les implications géopolitiques plus larges des propos de Vance, soulignant l'importance du dialogue diplomatique parallèlement à la stratégie militaire. Selon Goossens, l'appel de Vance à un regain d'efforts diplomatiques vise à recentrer l'attention des objectifs militaires à court terme sur des solutions à long terme qui s'attaquent aux causes profondes du conflit en cours. Le reportage se penchera sur ces discussions et analysera en profondeur les questions cruciales soulevées lors de la conférence et la réponse internationale à la situation. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Depuis son exposé au Conseil de sécurité aujourd'hui, 5 août, M. Djenka a déclaré que les otages libérés avaient décrit des « récits bouleversants de privation, de mauvais traitements et d'abus »,
tandis que des groupes armés avaient diffusé des vidéos montrant des détenus souffrant et s'exprimant sous la contrainte. Depuis le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés ont diffusé des dizaines de vidéos d'otages, a-t-il déclaré. Le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens continuent de détenir 50 otages, dont 28 seraient décédés en captivité dans des conditions effroyables, a déclaré le sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, Miroslav Jenka, au Conseil de sécurité. Al señor Miroslav Jenka. Mr. President, Excellencies, the situation in the occupied Palestinian territory and Monsieur le Président, Excellences, la situation dans le territoire palestinien occupé et en Israël continue de se détériorer, et les civils palestiniens et israéliens, y compris les otages encore détenus à Gaza, continuent de souffrir énormément. La semaine dernière, le Hamas et le djihad islamique palestinien ont diffusé des images et des vidéos de deux otages, Haïtar David et Drum Braslavski, visiblement déconcertés, décrivant les conditions effroyables de leur captivité. Les scènes où Haïtar semble contraint de creuser sa propre tombe sont effroyables. Ces images et leur propre récit du traitement qu'ils ont subi nous ont tous horrifiés. Elles constituent un affront à l'humanité elle-même. Je tiens à saluer la présence d'Eli David, le frère d'Haïtar David, dont nous entendrons parler prochainement. Monsieur David, sachez qu'aux Nations Unies, nous reconnaissons la profonde douleur et les épreuves endurées par les familles et les proches de ceux qui restent en captivité. Près de 2 ans se sont écoulés, avec des souffrances et une peur incommensurable qui s'intensifie de jour en jour. Je suis particulièrement conscient que cette semaine, la communauté juive a commémoré Tisha B'Av, un jour de deuil et de commémoration des tragédies historiques endurées par le peuple juif, un moment qui résonne de la douleur de la perte à travers les générations. Je rends hommage à votre courage et à votre détermination et je partage votre souhait le plus cher que votre frère et tous les otages détenus à Gaza soient libérés immédiatement et sans condition. Monsieur le Président, le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens détiennent toujours 50 otages, dont 28 seraient décédés en captivité dans des conditions horribles. Les otages libérés ont relayé des récits bouleversants de privation, de mauvais traitements et d'abus. Depuis le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés ont diffusé des dizaines de vidéos d'otages, y compris des déclarations d'otages sous la contrainte et manifestement en souffrance, dont les plus récentes montrent Haïtar David et Drum Braslavski. Le droit international est clair, la prise d'otages est interdite. C'est un crime de guerre. Les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et dignité et autorisées à recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge. Elles ne doivent jamais être soumises à des mauvais traitements, des abus ou des humiliations, car cela constituerait également une violation des règles pertinentes du droit international. Je réitère l'appel du secrétaire général au Hamas et aux autres groupes armés palestiniens pour la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Ils doivent être libérés immédiatement. Monsieur le Président, la situation à Gaza est effroyable. C'est insupportable. Les Palestiniens sont soumis quotidiennement à des conditions sordides et inhumaines. Depuis le début du conflit, plus de 60 000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza. Depuis fin mai, plus de 1200 Palestiniens ont été tués et plus de 8100 blessés en tentant d'accéder à des vivres, notamment à proximité de sites de distribution d'aide militarisés. Le nombre de morts et de blessés continue d'augmenter de jour en jour, sans qu'aucune fin ne soit en vue pour les souffrances. Israël continue de restreindre sévèrement l'aide humanitaire entrant à Gaza, et l'aide autorisée est largement insuffisante. La faim est omniprésente à Gaza, visible sur les visages des enfants et dans le désespoir des parents qui risquent leur vie pour accéder aux produits de première nécessité. Je tiens à faire écho à la condamnation par le secrétaire général des violences persistantes à Gaza, notamment des tirs, des meurtres et des blessures infligées à des personnes tentant de se procurer de la nourriture pour leur famille. Le droit international est clair.
Les civils doivent être respectés, protégés et ne doivent jamais être pris pour cible ni délibérément privés de nourriture ou d'accès à d'autres aides vitales. Cela constitue un crime de guerre. Israël doit immédiatement autoriser et faciliter le passage rapide et sans entrave d'une aide humanitaire suffisante pour les civils dans le besoin afin d'éviter de nouvelles souffrances et pertes en vie humaine. Monsieur le Président, les dernières informations concernant la possible décision du Premier ministre Netanyahou d'étendre les opérations militaires israéliennes à l'ensemble de la bande de Gaza, si elles s'avèrent exactes, sont profondément alarmantes. Cela risquerait d'avoir des conséquences catastrophiques pour des millions de Palestiniens et pourrait mettre en danger la vie des otages encore détenus à Gaza. Le droit international est clair à cet égard. Gaza est et doit rester partie intégrante d'un futur État palestinien. Comme l'a déclaré la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, l'État d'Israël a l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle colonisation, d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé et de mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé, à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le plus rapidement possible. Monsieur le Président, les Nations Unies ont été claires. Il n'existe qu'une seule voie pour mettre fin à la violence et à la catastrophe humanitaire à Gaza, un cessez-le-feu complet et permanent, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. L'aide humanitaire vitale doit être acheminée à Gaza à grande échelle et sans entrave, et les civils doivent bénéficier d'un accès sûr et sans entrave à l'aide. Il n'existe pas de solution militaire au conflit de Gaza ni au conflit israélo-palestinien plus large. Nous devons établir des cadres politiques et sécuritaires capables d'atténuer la catastrophe humanitaire à Gaza, d'entamer rapidement le relèvement et la reconstruction, de répondre aux préoccupations légitimes des Israéliens et des Palestiniens en matière de sécurité, de mettre fin à l'occupation illégale d'Israël et de parvenir à une solution durable à deux États. Israël et l'État palestinien pleinement indépendant, démocratique, d'un seul tenant, viable et souverain, dont Gaza fait partie intégrante, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, sur la base des lignes d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Merci. There is only one path to ending the ongoing violence and humanitarian catastrophe in Gaza: a full and permanent ceasefire, the immediate and unconditional release of all hostages. Life-saving humanitarian aid must flow into Gaza at scale and without obstructions, and civilians must be guaranteed safe, unhindered access to assistance. There is no military solution to the conflict in Gaza or the broader Israeli-Palestinian conflict. We must establish political and security frameworks that can relieve the humanitarian catastrophe in Gaza, start early recovery and reconstruction, address the legitimate security concerns of Israelis and Palestinians, and secure an end to Israel's unlawful occupation, and achieve a sustainable two-state solution: Israel and a fully independent, democratic, contiguous, viable, and sovereign Palestinian state, of which Gaza is an integral part, living side by side in peace and security, within secure and recognized borders, on the basis of the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states. Thank you. Agradezco al señor Yencha por la... Le département des anciens combattants des États-Unis, VA, a décidé de résilier des conventions collectives clés avec ses employés, une décision qui devrait affecter des milliers d'employés à travers le pays. Cette décision fait suite à une bataille acharnée entre l'agence et les syndicats, le VA invoquant la nécessité d'une plus grande flexibilité dans la gestion de ses effectifs. Les mesures prises par le VA ont suscité des critiques de la part des syndicats, qui estiment que cette mesure porte atteinte aux protections des travailleurs et ne respecte pas les accords établis de longue date. Les conventions collectives en question régissent des domaines essentiels, notamment la rémunération, les avantages sociaux et les conditions de travail des employés du VA.
La résiliation de ces conventions a suscité de nombreuses inquiétudes, notamment quant à l'avenir des professionnels de santé, des employés administratifs et des autres personnels qui fournissent des services essentiels aux anciens combattants. De nombreux syndicats se sont engagés à contester cette décision, arguant qu'elle viole les droits des travailleurs et compromet leur capacité à revendiquer de meilleures conditions de travail. La décision du VA s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de l'administration Biden visant à réformer les politiques fédérales relatives au personnel, que certains considèrent comme une tentative de modernisation du système. Cependant, les critiques affirment que ces changements pourraient entraîner une baisse du moral et de la satisfaction au travail, en particulier pour ceux qui sont en première ligne dans la prise en charge des anciens combattants. La situation reste instable, les syndicats sont prêts à intenter des actions en justice pour rétablir les contrats, tandis que le ministère des anciens combattants maintient que ce changement est nécessaire pour mieux servir les anciens combattants à long terme. Ce conflit représente un conflit important entre les droits du travail et la politique gouvernementale, avec des conséquences potentiellement durables pour les employés et les anciens combattants qu'ils aident. Selon de nouvelles données gouvernementales, le Japon connaît actuellement le déclin démographique le plus important de son histoire. La population du pays a fortement diminué, sous l'effet conjugué d'un faible taux de natalité et d'un vieillissement de la population, ce qui pose de sérieux défis à l'économie et à la structure sociale du pays. En 2024, la population japonaise a diminué de plus de 800 000 personnes, marquant la plus forte baisse depuis le début des recensements officiels. Cette évolution démographique se prépare depuis des années, le taux de natalité japonais étant constamment inférieur au seuil de remplacement. De plus, la population âgée du pays augmente rapidement, ce qui exerce une pression croissante sur les systèmes de santé, de retraite et de main-d'œuvre. Avec la baisse du nombre de jeunes entrant sur le marché du travail, il y a moins de travailleurs pour soutenir les générations plus âgées, ce qui aggrave encore les difficultés économiques du pays. Les experts avertissent que le déclin démographique pourrait avoir des conséquences à long terme, notamment une pénurie de main-d'œuvre et un rétrécissement du marché intérieur, ce qui pourrait affecter tous les secteurs, des dépenses de consommation à la disponibilité des services. Le gouvernement a déjà commencé à mettre en œuvre des mesures pour faire face à la crise, telles que le renforcement du soutien aux parents qui travaillent, l'offre d'incitation financière à la maternité et l'encouragement à l'immigration, bien que ces solutions aient eu un succès limité. Cette crise démographique est particulièrement urgente pour les zones rurales, où la perte de population est encore plus prononcée. Des villes entières risquent de disparaître complètement, les jeunes générations s'installant dans les centres urbains en quête de meilleures opportunités. La réponse du gouvernement à ces défis façonnera probablement l'avenir du Japon, car il cherche à concilier les besoins d'une population vieillissante avec les exigences d'une main-d'œuvre jeune et en déclin. Et maintenant les nouvelles sportives. Deux frères australiens, James et Tom McLean, ont battu un record du monde en devenant les premiers à traverser l'océan Pacifique à la rame ensemble. Ils ont accompli cet exploit extraordinaire, qui leur a pris plus de 3 mois, parcourant environ 11 000 km de San Francisco à Hawaï. Leur périple a été semé d'embûches, avec notamment une mer agitée, des conditions météorologiques extrêmes et l'isolement dû à une si longue période en mer. Cependant, leur détermination et leur travail d'équipe ont finalement conduit à cet exploit historique. Les frères, deux aventuriers chevronnés, sont partis à bord d'une barque construite sur mesure, comptant sur leur force et leur endurance pour traverser l'une des étendues d'eau les plus vastes et imprévisibles du monde. Au cours de leur périple, ils ont dû faire face à des moments d'intense tension physique et mentale, mais leur lien et leur engagement commun envers leur objectif les ont poussés à persévérer. Les McLean ne sont pas novices en matière de défis extrêmes. Ils ont déjà entrepris d'autres expéditions au long cours et à haut risque, mais cette traversée du Pacifique était de loin leur plus ambitieuse. En chemin, ils ont rencontré des animaux marins, notamment des dauphins et des baleines, et ont navigué malgré des tempêtes qui menaçaient de compromettre leur progression. L'expédition record des frères a inspiré de nombreuses personnes, démontrant la force de la résilience humaine et l'esprit d'aventure. En plus d'établir un record du monde, ils espèrent que leur exploit sensibilisera à la conservation des océans et soulignera l'importance de préserver l'environnement sur lequel ils ont compté pour leur expédition. Alors que les McLean célèbrent leur succès, ils envisagent déjà leur prochain défi dans le monde de l'exploration extrême. Son Heung-min, star du football sud-coréen et capitaine de Tottenham Hotspur, a signé avec le Los Angeles FC, LAFC, une opération révolutionnaire pour la Major League Soccer, MLS. La signature de cet attaquant prolifique marque un tournant majeur dans l'attrait international de la ligue, amenant l'un des meilleurs joueurs du monde aux États-Unis, au sommet de sa carrière.
Son, reconnu pour sa vitesse incroyable, sa finesse et sa polyvalence sur le terrain, devrait rehausser le profil de la MLS, tant au niveau national qu'international. Ce transfert intervient après une saison exceptionnelle avec les Spurs, où Son a constamment réalisé des performances de haut niveau en Première Ligue et en compétitions européennes. Son transfert au LAFC est un véritable coup de maître pour le club, qui a construit une équipe solide, capable de rivaliser au plus haut niveau du championnat. L'arrivée de Son est considérée comme une étape majeure dans la reconnaissance mondiale croissante de la MLS comme destination privilégiée des joueurs d'élite, non seulement au crépuscule de leur carrière, mais aussi à leur apogée. Les supporters du LAFC sont déjà en effervescence, impatients de voir Son s'allier aux joueurs vedettes de l'équipe comme Carlos Vela. Ses compétences techniques et son leadership devraient avoir un impact immédiat sur le terrain, contribuant à consolider la position du LAFC parmi les forces dominantes de la MLS. Hors du terrain, la présence de Son devrait renforcer la visibilité de la Ligue en Asie, notamment en Corée du Sud, où il est un héros national. Cette signature marque le début d'un nouveau chapitre pour Son Heung-min et le LAFC, qui ambitionne d'écrire ensemble l'histoire du football américain en pleine expansion. Un nouveau groupe de travail, dirigé par l'ancien président Donald Trump, a été créé pour superviser la planification et le déroulement des Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles. Cette initiative, qui vise à assurer le bon déroulement de l'événement, se concentre sur la sécurité, les infrastructures et la réussite financière des Jeux. L'implication de M. Trump a suscité l'intérêt, compte tenu de son expérience prestigieuse et de son expérience dans la réalisation de projets d'envergure, notamment dans l'immobilier. Ce groupe de travail sera chargé de coordonner les efforts entre les autorités locales, les forces de l'ordre et les entités privées, et de relever les défis logistiques tels que le transport, les mesures de sécurité et la gestion des foules. Alors que les Jeux olympiques devraient attirer des millions de visiteurs et susciter l'attention du monde entier, il est crucial que le processus de planification soit fluide et prenne en compte les problèmes potentiels tels que la sécurité et l'accessibilité du public. L'équipe de M. Trump a déjà commencé à travailler en étroite collaboration avec les responsables de Los Angeles pour élaborer des stratégies qui amélioreront l'expérience des participants et prépareront la ville à accueillir le plus grand événement sportif du monde. Par ailleurs, le groupe de travail vise à faire des Jeux olympiques de 2028 un modèle pour les futurs Jeux en mettant en œuvre des technologies de pointe et des pratiques durables. L'annonce de la création du groupe de travail intervient alors que la ville de Los Angeles procède à d'importants travaux de modernisation de ses infrastructures en prévision des Jeux, notamment l'amélioration des réseaux de transport et des sites. Si certains critiques ont remis en question l'implication de Trump, ses partisans affirment que son expérience des projets d'envergure fait de lui la personne idéale pour diriger une entreprise d'une telle envergure. À l'approche des Jeux olympiques de 2028, tous les regards seront tournés vers la manière dont ce groupe de travail façonnera l'avenir de l'héritage olympique de Los Angeles. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Albert Rochefort. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.